Bonus. Trax. Bonjour et bienvenue sur le Quapop. Pour le 3e numéro du Quoi Lecture, je rigole parce que tout fonctionne pour une fois. J'ai tout fait dans le bon sens. Donc je suis content. Et pour ce 3e numéro, je ne suis pas tout seul, puisqu'une nouvelle fois j'ai avec moi Corée. Salut. Salut. Roméo. Salut Roméo. Salut. Et Marie-Paul. Salut. Salut à tous. Vous allez bien aujourd'hui ? Très bien. Écoute, ça va. Le bien, temps écoutez. est super et en même temps hyper flippant, mais ça va. Ça va, ouais. C'est vrai, moi je suis sorti acheter des croquettes pour mon chat tout à l'heure et il faisait plus de 30 degrés dehors dans ma rue. Et je me suis dit, mais quoi ? Que se passe-t-il ? Là j'ai mis une chemise pour vous, mais en vrai je suis torse nu en ce moment, c'est n'importe quoi. Eh ben écoutez, on va se lancer. Et pour ce 3e numéro, on a pas mal de bandes dessinées aujourd'hui, mais pas que. Mais on va commencer avec toi, Marie-Paul, avec une bande dessinée justement. Oui, donc ce soir je vais vous parler de Shiki, 4 saisons au Japon, de Rosalie Strausser. Donc je suis désolée Rosalie si j'écorche ton nom de famille, et je pars du principe... Ça qu'on arrivera prononce de peut-être cette plus d'une manière. fois ce soir. Mais voilà, peut-être que c'est Strausser, enfin voilà, excuse-moi Rosalie. De quoi ça parle et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette bande dessinée ? C'est la première BD de l'autrice qu'elle a mis, elle disait, environ 2 années à dessiner. Elle a tout dessiné de manière traditionnelle, c'est-à-dire elle a utilisé de l'encre de Chine, elle a utilisé elle a fait les crayonnés, elle faisait des tout petits storyboards de genre 2 cm par 5 cm. Elle raconte dans une interview que c'est absolument illisible au bout d'une semaine, c'est limite si elle s'en souvient. Elle a pas mal utilisé de la plume et de la gouache parce qu'il y a de la couleur. Là, je vous ai mis essentiellement des pages en noir et blanc parce que la plupart des pages sont en noir et blanc, mais il y a Tu me dis si tu veux que je passe, je sais que t'as il y a plusieurs des pages. interludes, ouais, non pas encore. Il y a des interludes qui sont en couleur, qui servent la narration et qui permettent de faire des pauses en 4 saisons, puisqu'en fait, effectivement, la bande dessinée est en 4 saisons. Et de quoi ça parle ? Eh bien, en fait, c'est Rosalie qui est allée passer à peu près 1 an au Japon en woofing, en PVT, donc c'est le... ce que j'appelle le visa vacances-travail, mais c'est peut-être pas ça, comment ça s'appelle exactement. Je sais Mais pas en comment gros, ça s'appelle en français. Ouais, vous avez la possibilité jusqu'à l'âge de 30 ou 35 ans selon les pays de pouvoir partir pendant 1 an ou 2 à l'étranger et de travailler dans certains endroits, certains lieux pour un temps défini et de passer aussi du temps des vacances dans le pays où vous allez. Donc ça c'est super intéressant si vous connaissez pas du tout et que vous avez encore l'âge de le faire. Moi j'ai passé l'âge de le faire et je l'ai raté Pas malheureusement. trop tard. C'est super, mais bon, moi j'ai vécu en tant que fille au père à l'étranger, donc c'était une autre expérience. Je vous C'est recommande pas forcément un toujours. acronyme Mais... en 3 lettres en français qui finit par E pour étranger, mais je me rappelle plus ce que c'est. Ouais, voilà. Et elle a choisi, donc elle a choisi le Japon, où elle y est allée entre 2015 et 2016, parce que elle dit qu'elle est fan de manga depuis jeune, qu'elle aime les mangas des années 70, qu'elle est hyper inspirée par Shigeru Mizuki, par Tayu Matsumoto et par Gillian Tamaki, qui elle est une autrice canadienne mais d'origine asiatique. Et donc c'est pour ça que je vous ai listé sur la page de présentation du livre quelques titres que vous pouvez éventuellement lire si vous ne les connaissez pas, de ces autoristes qui sont parmi moi aussi certains et certaines de mes préférés depuis très longtemps. Et donc, on est dans une bande dessinée racontée à la première personne, puisque Rosalie raconte son expérience. Je me dois de vous prévenir ici, de faire un petit trigger warning sur le fait qu'elle subit des violences. Et elle subit des violences sexuelles. Donc si jamais c'est quelque chose qui pour vous est compliqué, voilà, j'en parlerai très peu, mais néanmoins, sachez que dans la BD, c'est décrit... pas forcément illustré, mais ça se passe et ça a lieu. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas envie d'en lire plus, ne lisez peut-être pas cet album. C'est dommage parce que c'est quand même passé à côté d'un livre qui est super beau. C'est vraiment, pour une première BD, c'est assez époustouflant. Elle a un travail sur la narration. Elle dit qu'elle a pas du tout écrit l'album en entier, c'est-à-dire qu'elle a pas fait de synopsis, elle a pas fait de scénario, elle a tout écrit au fil du temps et que peut-être que si elle l'avait fait autrement,
elle serait morte d'ennui, mais et que peut-être que c'est aussi pour ça qu'il y a parfois l'impression de flottement, mais en fait, en réalité, moi, j'ai pas du tout eu cette impression-là pendant que j'ai lu l'album. Au contraire, je trouvais que ça allait vachement bien avec sa manière de raconter les choses. C'est-à-dire que elle parle de sa première expérience quand elle arrive au Japon. Elle arrive dans une maison avec d'autres personnes étrangères qui sont là, chez un gars qui est plutôt affable, sympa, qui a l'air de s'intéresser à leur vie, qui est gentil, machin, bidule, mais bon, au fur et à mesure des semaines et des jours, bah, il va se passer des choses, et donc il va se passer cette première expérience qui est d'une violence absolue. Et qui d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle elle a mis un certain nombre d'années avant d'écrire cette histoire, parce que elle avait besoin, je pense, de temps pour un peu... je sais pas si c'est digéré, mais enfin en tout cas, voilà, pour pouvoir la raconter, il lui a fallu quelques années. Mais ça, en vrai, il faut pas non plus réduire ce livre à cet épisode-là, puisqu'en fait, en réalité, elle a malgré tout continué. Elle était dans une région pas forcément proche de Tokyo. Elle a quand même continué à vivre au Japon. Elle a vécu à Tokyo, où là, elle est devenue serveuse dans un bar, où elle s'est vraiment intégrée. Elle a rencontré plein de monde. Quand on est serveuse dans un bar, forcément, on crée des liens. Elle a rencontré des personnes. Enfin voilà. Apprendre le japonais, etc. Donc il y a plein de choses hyper intéressantes, et elle entrecoupe donc ces pages. Tu peux tourner, Manu. Elle entrecoupe ces pages de fragments de la mythologie japonaise. C'est-à-dire que si vous connaissez un petit peu le folklore japonais, vous savez que les Japonais sont très portés sur la mythologie, et notamment les yokai, qui sont des créatures surnaturelles, des esprits, que moi j'adore, et qui justement sont recensés dans le dictionnaire de Shigeru Mizuki, que je vous ai listé au tout début. Et donc elle a choisi d'illustrer à chaque fois ces pauses entre ces saisons de yokai qui évoquent un certain sexisme, parce que soyons honnêtes, le sexisme, comme dans beaucoup de sociétés patriarcales, hein, il est là, et étant une femme, elle a évidemment vécu pas mal d'autres mésaventures, d'autres choses qui lui ont fait réaliser que oui, le Japon, il y a beaucoup de choses qui l'intéressent et qui l'intéressaient et qui lui ont fait partir là-bas, mais il y a aussi la réalité de la société qui fait que c'est compliqué quand on est une jeune femme évoluant dans une société patriarcale, quelle qu'elle soit. Je veux dire que moi, j'étais en Irlande dans les années début des années 2000, une jeune femme. J'ai vécu aussi du sexisme, beaucoup moins probablement que ce qu'elle a pu vivre elle, mais néanmoins voilà, c'est une réalité de la chose. Et c'est super intéressant parce elle arrive à raconter son parcours à travers son regard qui évolue petit à petit sur le pays, et elle dit que elle aime toujours le pays et que elle y retournera vraisemblablement un jour. Donc ce qui lui est arrivé qui va faire qu'elle va arrêter d'y aller. Mais voilà, les pages sont assez fabuleuses. Je trouve ça assez intéressant. Attends, je me remets face à mon micro, ce sera mieux quand même. Ça, on t'entend bien en tout cas. Ouais, elles sont voilà, il y a plein de vies quotidiennes, c'est de l'autobiographie, c'est son vécu, son récit, et c'est vraiment il y a des pages vraiment sublimes qui sont des pauses et un peu limite poétiques, qui sont vraiment, et on sent vraiment les influences des autoristes qu'elle a cités au départ au niveau du dessin et au niveau de la narration. Voilà, donc c'est Shiki, 4 saisons, chez Virage Graphique, pardon, j'ai oublié de citer l'éditeur en début. Et il vient juste de sortir il y a un tout petit peu plus d'un mois. Donc je me suis régalée, et j'avais envie de retourner au Japon en fermant l'album. Ok, très bien, ça a l'air c'est une autrice française ou c'est quelque chose? C'est une autrice française, tout à fait. Elle habite à Angoulême. Même. Ok, elle a bien choisi sa ville. D'où les petites pressions là. Très bien. Ouais, ça a l'air magnifique, oui. C'est chez qui tu dis? Virage Graphique.
C'est l'éditrice, c'est Sonia Deschamps, qui est l'ancienne directrice artistique, je me trompe pas, du FIBD qui est le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Puis c'était je crois que c'était directrice artistique, qui a donc un peu relancé le label BD de Virage Graphique, flûte. C'est ouais, non, mais c'est les éditions Rivage, et ils avaient déjà sorti des titres de bande dessinée. Mais je me souviens plus, je suis désolée. Marie-Paul approximative. Non, puis je tape bien, voilà, mais en tout cas, ils ont éditeurs de base. Ouais, l'idée c'est effectivement ils font pas beaucoup d'albums, ils disent qu'ils font entre 4 et 6 albums par an. Ouais, d'accord. Et voilà, ça a l'air d'être il y a de la fiction, de la non-fiction, je crois qu'il y a 3 ou 4 titres qui sont sortis à l'heure actuelle. Donc ça a été vraiment lancé ou le relancé cette année, parce que Rivage, ils avaient fait des... C'est édition Payot et Rivage, du coup. Ouais, ils avaient fait des adaptations, il me semble, en bande dessinée. Non, ils avaient pas fait, c'est pas Rivage? Je confonds avec un autre. Fleuve Nord, je confonds avec Fleuve Nord, pardon. Ok. Mais voilà. Donc j'ai hâte de lire les prochains bouquins de Rosalie et les prochains titres qui sortiront chez Virage Graphique. Ah oui, en effet, je suis sur leur page et c'est pas la surproduction, quoi, ça va. Non, c'est bien, je trouve. Oui, c'est bien, ouais. C'est bien, mais on va passer dans un milieu de surproduction, puisqu'on va parler manga pour le prochain avec Roméo. Alors moi, à la base, je lis très peu de fantasy et je lis très peu de manga. Donc Frieren était tout à fait pas pour moi. Le postulat de base est simple. Mais voilà, j'ai voulu me laisser tenter. Donc voilà, Frieren est sorti, a été édité chez Kion, et c'est par les autrices Kaneoti Yamada et Tsukasa Abe, et traduit par Géraldine Houdin. C'est leur premier manga ou elles ont fait autre chose avant? La scénariste, c'est son premier, je crois, et mais pas pour le dessinateur, pas pour Tsukasa Abe. Mais je suis, voilà, comme je dis, je lis très peu de mangas, donc je suis pas le plus à même pour parler historique de manga et des auteurices. En fait, ça part d'un postulat, c'est le postulat qui m'intéressait, c'est que souvent on suit une quête de héros dans ce genre de récit d'heroic fantasy. Et là, en fait, ça commence par le 4 héros, donc Himmel, l'elfe Frieren, un nain, Eisen, et un prêtre alcoolique, Either, qui viennent de... Important qu'ils soient alcooliques? Oui. Toujours. Ok. qui reviennent, ils viennent de battre le roi des démons au bout de... Ils reviennent d'une quête de 10 ans, et ils viennent de battre le roi des démons. Donc on ne va pas suivre leur quête, on va suivre l'après. Okay. Ah, intéressant. Donc ils reviennent à la capitale où ils sont accueillis en héros. Et ben voilà, leur quête est terminée, et ben qu'est-ce qu'il se passe après? Donc il faut savoir que donc le titre c'est Frieren qui est l'héroïne, et donc c'est une elfe, donc qui ne vieillit pas de la même manière que les autres, donc qui n'a pas la même gestion du temps et des émotions que les autres protagonistes. Donc classique elfe. Ouais, il faut qu'ils se démarquent. Et donc dans le premier tome, même le premier chapitre, on a le temps qui passe. On a déjà 50 ans qui se passent. Donc elle n'a pas vieilli, ses compagnons si. Ils se retrouvent une dernière fois, parce qu'ils s'étaient fait une promesse. On a le héros Himmel qui meurt, c'était un humain. Et donc on a un personnage Frieren qui n'a pas la même maturité affective que les autres, de par le fait qu'elle ne vit pas de la même manière, et qui est très détaché de tout ce qui est sentimental. Donc on a vraiment un personnage qui est très intéressant à ce niveau-là, pour un titre qui est rempli de mélancolie, et voilà, je ne savais pas à quoi m'attendre réellement, et on est sur un rythme assez lent. On prend tout de suite un timelapse de 50 ans, quelques pages après on se reprend encore quelques années, c'est très lent, c'est très contemplatif, et on suit donc ce personnage qui évolue à son rythme, là où les héros normalement ils ont une aventure, ils rencontrent quelqu'un, et là ils vont évoluer directement de par leur caractère, de par leurs émotions.
bah là le personnage non veut juste apprendre des sorts, découvrir des sorts, a vécu son aventure, et bah c'est tout, elle a fait son aventure, elle a battu le roi des démons, et, euh, et donc la vie continue, mais la vie continue sans ses compagnons. Et elle avait promis au prêtre Aether d'aller vider une bouteille de bourbon sur sa tombe. Vu qu'elle passait dans le coin, elle s'est dit bah, je vais le faire. Sauf qu'il est pas mort. Bizarrement, avec tous les excès, non mais avec tous les excès qu'il a eu, c'était vraiment un alcoolique. Elle s'attendait à ce qu'il soit mort, mais non, il n'était pas mort. Et euh, même pire, il a recueilli une orpheline, Fern, qui maîtrise aussi, comme Firen, la magie. Et donc, C'est une elfe aussi? non, c'est pas une elfe. C'est pas une elfe. Et on a donc ce personnage de Frieren qui se détache de toute émotion, qui se détache de toute relation sociale, qui va devoir qui se retrouve à devenir la mentor d'une jeune magicienne orpheline suite à la mort du prêtre. Nouvelle quête accidentelle, quoi. Bah, justement, on n'est pas forcément sur une quête accidentelle pour le coup, on est sur voilà, vraiment le personnage qui n'est le moins à même à devenir un mentor, qui se retrouve par la force des choses à le devenir, face à une jeune fille qui, de par son vécu aussi, est très détachée des autres personnes, et très, très réservée. Et on a cette relation qui se crée, et bah, elles vont partir à l'aventure sans réel but d'autre que bah, d'apprendre la magie et faire découvrir le monde. Parce que elle, tout ce qu'elle veut, c'est emmagasiner le plus de sorts possible, c'est apprendre, découvrir tous les sorts du monde. Donc là, ça c'est le tome 1. On a le tome 10 qui vient juste de sortir, je crois, dans les dernières semaines. Il y a l'animé qui vient de sortir aussi. Et pour avoir vu le premier épisode, c'est assez fidèle. Et en relisant le premier tome, il y a vraiment des pages, des dialogues qui sont vraiment similaires. Après, à voir si l'adaptation suit exactement ou pas. Donc, C'est sorti, on peut le voir où l'animé? Crunchyroll, je crois. Ok. Il y a 4 ou 5 épisodes, je crois, qui sont sortis. J'ai regardé que le premier. Et les premiers tomes, on a vraiment ce postulat bah, de l'après-quête, sans savoir réellement où on va. Parce que bah, faut que ça tienne sur la durée, ou c'était une série courte, ça au début, moi je savais pas, parce que comme je le dis, je ne suis pas forcément l'actualité. Du coup, maintenant, il n'y a plus choses. de fin prévue, ça dure tant que ça dure ou... Je sais pas. Je sais pas, ok. Non, c'est ce qui m'intéresse aussi, j'ai pas forcément envie de savoir. Mais on a après des quêtes qui vont se greffer, et des aventures avec des nouveaux compagnons. On va sortir un peu des premiers tomes très contemplatifs et très mélancoliques. J'étais vraiment très surpris. Pour moi qui je lis, je suis formaté un peu comics en termes de rythme et d'action. Bah là j'ai des prix à contre-pied total de ce que j'ai l'habitude de lire. Et j'ai trouvé ça reposant, j'ai trouvé ça vraiment plaisant. On embarque dans un monde de fantasy qui a tous les codes de la fantasy que l'on connaît. Donc on n'est pas perdu. On nous fait pas des listings complets de la mythologie de cet univers-là, tous les 3 pages pour vraiment rentrer dans l'univers. Non, c'est les bases qu'on connaît. C'est les bases qu'on connaît, vraiment. Mais en adaptant vraiment ce point de vue, bah en fait la quête est finie et c'est calme. Et on suit un personnage qui, au-delà de son statut de héros, mais ne le comprend pas, son statut de héros, et veut, enfin, avec une candeur et une innocence assez intéressante, tout en ayant une grande puissance, puisqu'on aura des aventures plus tard, et on rentrera plus dans l'action et ben, des combats, mais une puissance qui est très, très grande. Elle a battu le roi des démons avec ses camarades. Donc voilà, c'est pas besoin de
lire forcément du manga, pas besoin de lire de la fantasy. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce titre-là pour ce soir-là, pour ce coin lecture, parce que bah, je m'attendais pas à vraiment rentrer dans un tel récit. Ok. Ah, donc ça très a l'air bien. assez accessible, même si tu lis pas des mangas, quoi. Ah ben moi les mangas j'en lis très peu hein. Je lis 4 ou 5 séries Ouais. j'ai les Dragon On a Ball le qui même m'attendent passif, quoi. que j'ai jamais lu voilà Je les ai lus il y a 10 ans, les Dragon Ball, figure-toi. ah Fini ben, moi par je les les lire ai à 10 toujours ans. pas lus et puis là le problème c'est que mes filles ont commencé à les lire et elles veulent la suite donc Ah bah oui. Tu prends la Faut les Perfect trouver. édition là. ouais je prends la Perfect Edition mais il y a beaucoup trop de séries encore. Faudrait que je les finisse avant qu'ils les vendent plus parce que j'ai commencé à les acheter, je dois en avoir 10 sur 34 je crois. Donc si à un moment ça s'arrête, je vais avoir la haine un petit peu. Ouais, entre Mais oui, les moi Fairy Tail je et pense qu'on a la même consommation de manga un petit peu, ouais j'en lis très peu. oui sauf que moi il y en a beaucoup à la maison et j'ai des enfants qui en lisent beaucoup. Et donc j'essaye de m'accrocher un peu aussi pour avoir des lectures communes. Parce que bizarrement elles veulent pas lire de Guy Bags. Elles sont Étrange. peut-être un peu jeunes encore. Oh, Y a-t-il un c'est âge? relatif. Quand même un peu, quand même. Hein. Et toi aussi, du coup, tu te retrouves avec des offrandes de manga sur ta table de chevet pour que tu lises les mêmes choses qu'elles? Non, j'ai Parce pas, que ça va pas ça. t'arriver, hein. Non, je leur demande déjà de les ranger dans les bibliothèques que je construis, donc Pour cacher les câbles. exactement. Ok, donc 10 tomes déjà sortis et on sait pas. Enfin, toi, en tout cas, tu sais pas si ça s'arrête à un moment, si c'est prévu. Mais du coup, s'ils ont lancé une adaptation en série télé, de toute façon, c'est soit ils vont tout adapter d'un coup, soit Ouais. c'est prévu pour durer un moment, quoi. Après là, le premier épisode correspond vraiment au premier chapitre du tome 1. Ok. C'est quoi, Donc, c'est du 10-12 chapitres, un truc comme ça? de quoi Par tome. Par tome, non. Non? 9? Non, 5-6, non? C'est 5-6, ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ouais, je suis habitué à One Piece où il y en a entre 9 et 12 par Il y en a 7. Ok. Et One Ok, Piece, ok. il n'y en a pas autant, si. One Piece, vu que c'est 14-15 pages le chapitre, il y en a entre 9 et 12 par tome. Ça dépend. D'accord. Bon, j'ai du retard dessus, donc. Des fois, il y a un peu plus de Regarde pages. la série, c'est plus rapide. Non, non, faut lire. Bon, on passe à la seule non BD du jour, mais Ouais, et Il y a franchement, un je suis twist, deg. parce J'avais que- j'avais proposé un comics et tu m'as dit non, prends le livre. Tout ça J'ai pour faire pas, débat après. j'ai pas dit non, prends le livre, j'ai dit qu'il y aurait débat. Ça va être la chronique du sel. Vas-y, on t'écoute parce qu'il y a un twist du coup. Oui. Donc, si Rome n'avait pas chuté, moi, c'est un rancœur qui a mal tourné en fin de compte. C'est écrit par Raphaël Dohan. Et Raphaël Dohan, c'est, figurez-vous, un ancien élève de l'ENS et de l'ENA. Ça veut dire qu'il a début de CV plutôt sympathique, qu'il aura jamais de mal à trouver du boulot. Et il en est à son 3e livre. Les 2 premiers sont Quand Rome inventait le populisme en 2019 et Le rêve de l'assimilation de la Grèce antique à nos jours en 2021. Même maintenant qu'il est magistrat au tribunal administratif. Tu me fais penser Pourquoi je vous à l'espèce de même rumeur d'il y a 2-3 semaines sur les hommes pensent à l'Empire romain au moins une fois tous les je sais pas combien de temps. C'est ça. Mais, tu joues pas pour notre camp là. Donc pourquoi je vous raconte ça surtout, c'est que apparemment le monsieur sait écrire des livres, il en a écrit 2. Tu vois. Mhm. Ouais, alors Donc, après, pourquoi personne. il a besoin- Je On peux sait te pas citer si un c'est bien certain nombre de écrit. personnes Non mais qui ont en fait l'ENA. théorie, il a fait l'ENA et voilà, mais bon, en théorie Ouais, c'est ouais. au moins En théorie. écrire une lettre. En Je vais pas Laissons-la dire pour un finir, laissons-la CV, mais- finir. Voilà. Mais donc je me dis pourquoi il écrit avec une intelligence artificielle, parce que si Rome n'avait pas chuté, c'est une uchronie écrite avec ChatGPT et illustrée avec Midjourney. Ah, en plus, j'avais pas vu ça. Ah oui. Ah, pardon, ça j'écris déjà. Et je me dis, le truc doit être correct parce que il est magistrat, donc ça veut dire que il connaît les mécanismes de la propriété intellectuelle. Je le rappelle, vu que j'ai suivi un peu des études de droit, c'est en 2e année. J'ai vérifié sur mes anciens cours. Mhm. On parle de gens Donc- qui ont fait l'ENA et dans une civilisation macroniste, moi j'aurais Oui. pas pris ce parti pris. Je pense Non, qu'ils mais s'en bat, écoute, ils s'en bat la race. Voilà.
Donc peut-être il veut pas faire juste du sensationnel, peut-être qu'il veut nous donner des outils. Et j'ai lu la préface et il a dit ouais, si je voulais écrire ce livre maintenant, avec des vrais illustrateurs, avec tout ça, ça aurait coûté au moins une super production. Je comprends le principe. Le but, c'est de faire une uchronie, de tester un format de roman avec une nouvelle technologie. On aime tous jouer avec les nouvelles technologies. Et pour voir ce que ça donne dans un but je sais pas moi, d'information universelle, on sait jamais. Et de rendre tout ça accessible. Vous ne voyez pas, mais je m'étrangle. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, continue. Je te donnais le texte avant. Oui. J'ai pour pas préparer psychologiquement. Oui, mais non. Bon, avant tout, on va quand même reprendre les bases pour ceux qui savent pas, parce que c'est normal. Qu'est-ce qu'une uchronie? Une uchronie, c'est une reconstitution fictive de l'histoire, relatant les faits tels qu'ils auraient pu se produire. En gros, c'est tout l'œuvre principale d'Éric Zemmour et le sujet des spectacles du Puy du Fou. D'accord? Ce mot date du 19e siècle, mais le sachiez-vous? Tati Coco, elle va vous raconter l'Uchronie, la toute première qu'on ait retrouvée, elle date du 4e siècle avant l'ère chrétienne, dans l'histoire de Rome depuis sa fondation de Tite-Live. Et ça évoque l'hypothèse qu'Alexandre le Grand ait lancé sa conquête du monde à l'ouest plutôt qu'à l'est. Je mets des trucs un petit peu instructifs parce que le livre, c'est un peu compliqué. Compense, ouais. Depuis, l'Uchronie est souvent utilisée par les historiens en vrai pour tester l'importance de certains événements. Genre, si Louis XVI n'avait pas été décapité, si Napoléon s'était pas entêté à vouloir envahir Moscou en plein hiver, si Christophe Colomb n'avait pas convaincu des gens à lui payer des bateaux. Qu'est-ce qui se serait passé? Et on peut Beaucoup aussi de gens auraient moins souffert, peut-être. C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup... on peut aussi s'amuser avec des récits fictifs. Donc, et si Superman avait atterri chez les soviétiques? Donc, qu'est-ce qui se serait passé? Et je pense même qu'on a écrit des comics dessus. Ceux que j'ai pas pu lire pour ce soir, Superman par exemple. Voilà. Ici, on va prendre un fait qui est vérifié. Parce que j'ai vérifié, du coup, j'ai fait des recherches ce week-end pour ce livre. L'invention en Grèce d'une machine à vapeur. Donc, imaginez maintenant que Néron, empereur romain, du moment, et féru de nouvelles technologies, décide que son premier Pokémon soit Tortipousse plutôt que Salamèche. Sachant qu'il s'est avéré qu'en fait Néron n'a jamais vraiment déclenché des incendies par lui-même, mais bon, la blague reste valide. Qu'est-ce qui se serait passé pour Rome? Eh bien, l'Empire romain, en fait, aurait fait un bond technologique et serait arrivé direct en ère industrielle, sachant qu'on est dans un empire plein d'esclaves, polythéistes et avec une vocation d'envahir le monde. Apparemment, c'est un peu le truc de Raphaël Dohan. La structure du livre est plutôt simple. On a quelques pages sur une avancée technologique et ses conséquences dans un style très livre d'histoire avec des illustrations, le tout généré par des IA. Et à chaque fois, on a une autre partie commentée par l'historien / magistrat / juge / vous mettez ce que vous voulez avec son métier. Et il va commenter ce choix, expliquer pourquoi ça s'est produit ou pourquoi ça aurait pu se produire. Et maintenant, on va aller plus dans la critique parce que vous sentez que je suis très très impartiale depuis le début. On va tout de suite dire que établir des points, c'est que moi je suis pas historienne, pas suivi d'études d'histoire, donc je peux pas vous dire si ce qu'il raconte c'est des salades ou pas. Ça a l'air de se tenir. Du peu de reportages Arte que j'ai regardé, ça va. Mais maintenant on va surtout parler de l'éléphant au milieu du livre, c'est l'utilisation des IA pour écrire et illustrer si Rome n'avait pas chuté, parce que c'est ça qui nous intéresse. On est d'accord? Ouais. Et l'auteur nous explique en préface son processus pour obtenir le résultat final. De une, on sent qu'il s'est bien amusé avec sa petite machine, et on a toutes les soirées qu'on peut. Et il nous dit que qu'en fait, ça lui permet de faire un livre avec des hypothèses et un peu plus de réalisme, mais avec beaucoup moins d'argent. Des économies, c'est bien, puisque apparemment, on n'est plus dans l'ère de l'abondance. Et donc, du coup, il a utilisé ChatGPT et Midjourney avec respect. Je mets des guillemets en audio description. Genre, il leur a dit bonjour, merci, au revoir. Non, voilà, alors il leur a demandé leur consentement, il a demandé le consentement à toutes les personnes. Non, pas du tout. En fait, il a juste fait des réglages avec le chat pour obtenir des textes qui va le commenter plus en profondeur, pour montrer qu'il a écrit des choses lui-même. Donc tu vois bien commentaire écrit par l'auteur ou commentaire récit fait par l'intelligence artificielle. Et en termes d'illustration, on a plutôt des fausses photos, des sculptures alternatives, des objets, des mosaïques.
qu'effectivement, on peut comprendre que il a pas fait des tableaux de via Midjourney. Par contre, qu'est-ce qui me dérange avec ce livre? C'est que l'auteur, il est présenté déjà comme un spécialiste de l'Antiquité romaine. Et moi, je sais pas vous, mais un mec qui écrit juste 2 livres sur l'Antiquité, alors qu'il est magistrat, ça me pose un peu de soucis. Pour moi, il est plus magistrat, il a été prof d'histoire. J'ai appris aussi qu'il avait fait des études de lettres. J'ai poncé sa biographie pour trouver un lien. Effectivement, il écrit bien, c'est mignon. Et pour moi, même s'il s'y connaît, c'est pas un spécialiste. Ça peut être le culot de l'homme blanc, quoi. Oui, c'est ça, c'est un vulgarisateur à la rigueur. Et On encore, appelle ça le syndrome Laurent Dutch, non? Oui, c'est un peu ça, ouais. Ou francopan, enfin, tu choisis, Laurent Dutch, il est révisionniste en plus, donc c'est encore plus compliqué. Francopan aussi, en fin de compte, parce qu'il a déplacé Alésia. Mais passons. Alors, mais donc, en gros, comment on va faire avec ça? Je sais pas par quel bout le prendre, en fait, parce que il nous sort qu'il n'aurait pas pu sortir ce livre parce que ça aurait coûté trop cher. Déjà, c'est un mytho. C'est un mytho, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et puis, en plus, il nous avance le fait que c'est une démarche scientifique. Or, Nope. il y a 2 semaines, vous vous en souvenez, j'ai présenté un livre qui s'appelait Travailler encore. Et il y avait plein de gens qui commentaient des récits d'écrivains de SF. Pourquoi on n'aurait pas pu faire ça ici? C'est-à-dire, il pond un scénario ChatGPT, il demande à des historiens, des vrais, hein, tu sais, où c'est vrai métier, tout ça, et il demande de juger plus ou moins l'Uchronie de ce truc, tout en expliquant le processus. La vraie question, c'est surtout, est-ce que il a pensé à demander l'avis de ces historiens, ou est-ce que ces historiens ont dit non, c'est possible, ou est-ce qu'au moins il y a pensé? Parce que mine de rien, ChatGPT, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pompé tout le travail de tous les historiens plus ou moins sérieux, mais sans faire de tri, pour nous pomper une uchronie. Ouais, c'est ça qui me dérange vraiment. C'est bizarre, hein, mais ça me dérange. Et puis c'est surtout, moi, à la rigueur, qu'on utilise ChatGPT ou même Midjourney ou d'autres trucs dans ce truc, pour faire une illustration, pour faire un travail d'étude dans un lycée, dans un collège ou tout ce qu'il y a sous la houlette de quelqu'un, là, je me dis qu'il n'y a aucun souci. Mais là, on est en train de vendre un livre qui a coûté 20 balles, en fait. Donc, quelque part, il a utilisé le travail de centaines de chercheurs, et surtout dans un livre, quand tu regardes le prix d'un livre, il y a les droits d'auteur, il y a les droits d'illustration, enfin c'est tout un pourcentage qui est fait. Ceux qui le savent le diront beaucoup mieux que moi, mais dans ces cas-là, le pourcentage d'illustration, il va où? Parce que là, c'est une intelligence artificielle, tu vois, qui l'a fait. Donc, le pourcentage, il va où? Il va dans la poche de Raphaël Dohan. On peut comprendre s'il a envie de s'acheter une nouvelle voiture ou un nouveau siège de magistrat. Parce que c'est lui qui a écrit le prompt. C'est ça, sa justification, probablement. Voilà, je sais pas. Donc ça, tu vois, et c'est là où je me dis qu'il y a d'autres questions qu'il faut qu'on se pose, dans le sens où je peux comprendre qu'on expose le fait que on utilise des intelligences artificielles pour nous aider à travailler. Surtout que, en fin de compte, c'est pas notre gouvernement qui va mettre un max de recherche, un max d'argent dans la recherche. Faut pas se leurrer non plus. Enfin, c'est pas l'intérêt d'un gouvernement à ce qu'on réfléchisse par nous-mêmes. Non, mais là, c'est une uchronie, c'est même pas un travail d'historien, excuse-moi. Bah, si, parce que de base, en fait, c'est de prendre une hypothèse, mais comment je peux t'expliquer ça? Le fait que des historiens soient aient des idées sur et si il se passe quelque chose. J'ai bien compris. Mais on a chacun notre culture qui fait que forcément on va plus ou moins orienter l'Uchronie. Donc je peux comprendre que si tu mets quelqu'un de totalement, sans âme, sans machin, une IA en fait, ça puisse permettre d'avoir un point de vue dit impartial. Mais même la plupart des travaux des chercheurs qui donc sont pompés pour tout ce truc-là, la plupart sont quand même des chercheurs occidentaux. Oui, il n'y a pas d'impartialité. Ouais. Il n'y a pas d'impartialité dans tout le truc. Et puis, sachant qu'il faut débunker tout le 19e déjà de base. Donc, bon, bref. Et donc, il y a quelque chose quand même qui m'a rassurée en regardant les images, parce que les images sont jolies, hein, faut pas non plus... voilà. Mais on sent que c'est quand même sans âme, c'est très impersonnel, cette production. Et je me dis, mais jusqu'à quand on va pouvoir faire la différence ?
parce que ces images vont être diffusées aussi sur Internet. Tu tapes une recherche de Raphaël Dohan, tu vas voir les reproductions de Si Rome n'avait pas chuté. Jusqu'à quand on va faire la différence, en fait? C'est ça qui m'inquiète. Il y en a plein, on peut déjà plus faire la différence. Il y en a beaucoup. Plus faire la différence. Quand tu travailles dans l'illustration, quand tu es un artiste, une illustratrice, etc., quand tu as l'habitude, tu vois des choses effectivement, mais l'œil qui est pas habitué, pas expert et compétent, il n'a pas la possibilité de le vérifier. Tu disais tout le travail des chercheurs et chercheuses qui a été pompé, mais tout le travail de Midjourney est fait que à partir d'images déjà existantes, pompées, repompées. Et j'ai vu pas mal d'auteuristes, déjà depuis 2-3 ans, se rendre compte que leurs propres images existent via Midjourney, etc. Enfin, elles ont été repompées. Et déjà, avant l'existence des IA, leurs travaux étaient repompés par divers biais, que ce soit des produits dérivés, des choses comme ça, des gens qui prennent des images et puis qui se disent « Ah bah c'est cool, je vais commercialiser des t-shirts sans demander l'autorisation. » Ben là, c'est Midjourney qui fait un gloubi-boulga, qui tu secoues ta boule noire et t'as ton illustration à la sortie, quoi. Et c'est grâce au travail de millions d'artistes depuis la nuit des temps que cette IA peut faire ça, quoi. Et c'est pas possible, quoi. Ce qui me perturbe d'autant plus, c'est que là, dans le cas présent, de ce que j'ai compris de ce que tu disais tout à l'heure, que c'était principalement pour faire des peintures ou des sculptures alternatives. Ça doit se baser clairement sur des œuvres existantes en plus, du coup. Enfin, il y a peu de doute que ça soit. Tu vas dans un musée, tu vois très bien d'où vient l'inspiration. Si tu vois une sculpture grecque ou une sculpture romaine, tu vas le voir. Il aurait pu faire des collages de photos, ça aurait été plus simple. Oh oui, aussi, mais peut-être qu'il sait pas bien découper, tu sais. Quand t'es magistrat. Il a fait l'ENA quand même, il sait tenir une paire de ciseaux. Je sais pas. J'ai pas fait l'ENA, alors du coup, je suis un petit peu perdue. Enfin bon, bref. J'étais curieux de voir ce que ça allait donner quand tu l'as proposé, mais je pense que même sans le lire, j'ai la même conclusion que toi. C'est-à-dire que j'avais peur de comment il allait utiliser le truc, mais a priori, il l'a utilisé comme outil, mais c'est dans la posture qu'il place derrière que ça pose problème, quoi. Parce qu'en fait, il a fait la même chose que tous ceux qui sont sur Twitter quand Midjourney et ChatGPT ont été accessibles, c'est-à-dire tester les limites, quoi. Essayer de voir, demander un truc et voir ce que ça donne. Et commenter sur, tiens, il y a tel problème ou autre. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'il manque... Enfin, que soit il le fait, mais il place... il se place dans une posture de création, alors qu'au final, il fait que commenter quelque chose. Oui, c'est ça. C'est ça. Et il invite même pas ses copains, enfin peut-être pas des copains, mais des copains d'autres bords en tout cas pour faire ça. Parce que en gros, l'Uchronie en elle-même, je l'ai lu et j'ai un petit peu révisé mon histoire romaine pour le coup. Elle se tient dans les grandes limites, mais il ose pas faire non plus des choses de foufou, tu vois. Donc tu peux même pas dire que c'est un petit peu audacieux dans le truc. Et puis c'est surtout que moi ce qui m'interroge, c'est que là-dedans il va toucher des droits sur des illustrations qui sont générées par des IA. Vous allez me dire, je suis près de mes sous, mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'on fasse des tables rondes. Enfin nous, pas moi personnellement, mais tu sais le truc qui commence par Gouvert et qui finit par Neumann, fasse des tables rondes pour justement réglementer ces droits. Parce que qu'est-ce qui va alimenter ces intelligences artificielles? Est-ce qu'on peut le réglementer? Est-ce que les artistes où les chercheurs peuvent donner leur consentement sur le fait que leur recherche soit utilisée par des intelligences artificielles? Et puis c'est surtout que là, dans ce cas-là, ça va être tout pour l'éditeur, les acteurs de l'édition, on est bien d'accord, et l'auteur. Mais du coup, la partie d'illustration qui a été générée par un PC, est-ce qu'on pourrait pas dire, tiens, est-ce qu'on mettrait pas ça dans une caisse communautaire? Pour aider justement des artistes qui galèrent. Enfin, tu vois, ce sera pas des masses, mais tu vois, ce serait déjà pour commencer, ce serait un peu moins de... Le gouvernement, ça fait des années que les artistes auteurs se battent pour ne serait-ce que leur statut soit reconnu, c'est-à-dire que ça devienne un vrai métier, qu'ils puissent avoir des vrais syndicats professionnels les représentant. Le gouvernement refuse. Le gouvernement, il y a eu des négociations, et je mets des guillemets autour de négociations. Oui, je les vois, tes guillemets. Voilà, c'est... si tu veux. Ouais, merci. Et en réalité, tes questions sont super pertinentes et super intéressantes, mais déjà, les gars, en face, ils refusent de dire qu'un artiste-auteur n'est pas un vrai métier.
t'as pas de Bah, droit. je crois que c'est aujourd'hui qu'il y a eu encore une réception de table ronde d'auteuristes et qu'ils ont voulu remettre sur le tapis le rapport AFSIN, ce qui est totalement logique puisque ça donne un statut aux auteurs, et qu'ils ont été limite foutus dehors par le ministère. Ah ouais, ça j'ai pas suivi aujourd'hui, j'étais pas trop sur les réseaux, mais possiblement, ouais. Oui, bah, et donc comment tu veux malheureusement. Ouais. Et donc réglementer tout ça, c'est hyper compliqué. Déjà déjà la réglementation de la réutilisation d'images en citation, etc. C'est assez complexe. Tu peux quand même trouver des choses et tu es censé normalement, à partir d'un certain pourcentage d'utilisation, censé reverser des droits. Tu es censé, comme quand tu utilises une musique qui n'est pas la tienne dans une vidéo, un machin, tu reverses un pourcentage à la personne qui l'a créé. T'es censé payer. Et donc le monsieur qui dit oui, ça coûterait trop cher, mais mon gars, les gars, ils ont pas fait l'ENA, ils galèrent de ouf pour pouvoir payer leurs factures. Il y a, en tout cas dans les autrices, il y a plus de 50% de ces autrices qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ouais, qui peuvent même pas prendre de congé de maternité, par exemple. C'est ça. Et quand l'URSSAF leur répond, quand la Sécu veut bien leur répondre, parce qu'il y en a, elles ont mis 2 ans à avoir été payées de leur congé de maternité, quand même. Et non, c'est une précarité. Moi, ça me fout en rogne de lire que tu veux utiliser ça comme un outil, que tu veux le tester. Je suis pas d'accord, mais j'entends ton argument. Tu me dis, c'est parce que ça coûte trop cher. J'ai envie de hurler. Bah, c'est surtout que j'ai envie de le secouer comme un poignet, le monsieur, quoi. Il aurait pu, je te dis, inviter quelques autres chercheurs pour dire au moins participer, quoi. C'est ça qui me... C'est qui la maison d'édition? Passé Composé. Voilà. Je sais pas qui c'est. Moi, au-delà même de toute la problématique des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, il y a autre chose qui me perturbe dans l'utilisation de ChatGPT et autres pour des contenus historiques, en l'occurrence, c'est que ça se base sur tout. Ça se base sur tout. Et tout, c'est ça. Tout texte historique ou tout livre d'histoire a été écrit par quelqu'un qui répond à un dogme officiel ou officieux de l'histoire, quoi. Enfin, une vision dogmatique de l'histoire. Et du coup, il n'y a pas le commentaire objectif sur les inspirations qu'utilise ChatGPT. Et du coup, en fait, ça devient une bouillie d'informations pas fiables de base et qui devient une sorte de livre officiel, quoi. Ce qui me dérange en plus, c'est que, tu vois, là, ça a été fait avec des IA, mais il n'y a aucun avertissement, tu le vois sur le bouquin. C'est plutôt mis comme une manière pour promouvoir le livre, mais c'est pas juste un avertissement, genre, ne prenez pas ça comme une vraie étude. Enfin, une vraie étude, je pense que le monsieur, il a quand même réfléchi un petit peu dessus. Mais c'est pas un travail d'historien. C'est classé en fiction ou pas? Non. Passé Composé, c'est des livres historiques. Bah, c'est Belin et groupe, c'est Belin derrière en éditeur, donc c'est un gros groupe, c'est pas une petite maison. Alors peut-être que Passé Composé est un petit label, je sais pas quoi, mais enfin c'est que des livres historiques et sur la page de l'éditeur, il y a rien marqué. Livres historiques. Ouais. C'est ça qui me dérange. Ouais, moi aussi ça me dérange. C'est des historiens de l'Antiquité les plus talentueux de sa génération, déjà auteur de plusieurs livres récompensés par des prix prestigieux. Ouais. Et un beau CV, hein. Il s'est plongé en IA générative afin d'en tirer le plus grand profit pour dominer la machine et comprendre comment l'histoire pouvait s'articuler avec ces nouveaux outils. Au secours. Mais je te dis, pour moi, tu peux utiliser une IA dans un cadre universitaire. Oui, pour des recherches, dans un cadre privé, dans un cadre ludique. Tu peux l'utiliser, ça me pose aucun souci. Mais là, tu vois, là, ça a été mis comme argument marketing. Le projet est intéressant et c'est vrai que on sent qu'il a étiré la sauce avec des illustrations pour faire ses 200 pages aussi. Hein. Mais je comprends l'immersion parce que c'est vrai que c'est chouette. Mais
je sais pas, ils auraient pu aussi prendre une bande de reconstituteurs, ils auraient pu faire un concours pour des illustrateurs. Ouais, avec, mais ça aurait coûté Non. trop cher. Non, non. Ça aurait Non, coûté non, trop non, non, cher. non, non, non. Concours Non, mais- pour des illustrateurs. Non, on va encore plus se fâcher avec Roméo. Roméo, Oui, il non, dit mais rien un depuis tout à l'heure. concours mais- rémunéré, Oh. tu vois. Enfin, je sais pas, j'essaie de trouver des solutions, mais... Non, 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 non. Mais il me dit Non. qu'il a des problèmes d'argent, ce garçon, pour faire des livres. J'essaie de trouver des trucs. Bah, et qu'il en fasse pas dans ces cas-là, ou qu'il demande des aides au Exactement. CNL comme tout le monde. Oui, bah, apparemment, Voilà, il point. sait peut-être pas remplir le formulaire B51. Et il a fait l'ENA, il s'est rempli un formulaire. Hein. Justement, c'est les genres de personnes qui savent très bien remplir les formulaires C'est quand ça. il faut Ah bah, au tribunal récupérer. administratif, oui, quand même, hein, mais... Donc voilà. Donc je vous dis, c'est un rencard qui au départ était un peu sexy, mais non, Ouais. je repartirai pas avec ce Pas soir. convaincu. Je suis désolée. Bah, nous non plus, on n'est pas convaincus. Non, non, non. Enfin, moi, je ne le suis pas. Mais au moins on a posé des bonnes questions et ça c'était cool. C'est vrai. Je suis allé voir son Twitter, justement, Ah. là, pendant que tu parlais. Alors, Ah, toi t'as maté la page de profil, tu Est-ce as qu'il laissé est la chance au révisionniste physique. Faut rester calme. Ok, bon. Ouais. On passe au dernier titre du jour. Et c'est Non, moi. mais enfin, je suis désolé, Oui. mais il a une vision Vas-y. des auteurs et des artistes qui Vas-y, est opposée de la raconte du mienne. coup. Tu as l'air Vas-y, d'avoir des dis-nous exemples tout, en quelques vraiment. tweets. Là. Non, c'est... Non. si, t'as commencé, tu finis, tu tisses. Allez, ne craque pas, on est là avec toi. Non, mais ce que tu dis, la manière, oui, j'ai pas d'argent, donc donc il a utilisé Midjourney pour ça, mais non, mais ça déjà, c'est même pas. Oui, même l'argument pas. est invalide, ouais. Mais Ah, rien- il rien a un de- Twitter blue, le mec. Déjà, rien que ça, c'est red Ah bah flag. ouais, déjà Déjà. c'est mort. Ouais. J'ai vu passer des gens aujourd'hui, des gens que je suis. Ah tiens, je me suis amusé avec l'IA, voilà ce que ça me sort. Ah mais ça, Déjà, toutes les ça- semaines, il y a un nouveau truc avec l'IA, ouais. et toutes les semaines, Ah, tous mais les Là gens... c'est les photos de classe ça- en ce moment, je crois. Je peux pas. Ouais, pour moi, ouais, c'est ouais, quelque chose, ouais, j'ai c'est un ça, rapport ouais, aux c'est auteurs, j'ai un rapport aux artistes qui à part aussi, donc. Ouais, non, je pense qu'on est tous, on a tous la Ouais, même on est tous idée au ici, même hein. truc, mais il fallait fallait le dire. sortir. Après, moi, je vais enlever les cadres que j'ai sur le mur, je vais mettre des cadres numériques et je vais demander à Midjourney toutes les 30 minutes de me sortir un nouveau script et voilà quoi. Mhm. C'est Cela un dit, mec ce qui me fait bien responsable. plaisir, c'est que les NFT aujourd'hui se cassent la gueule. Ça me fait tellement plaisir. Les mecs qui ont payé des couilles en or, parce que là c'est des couilles, hein, c'est même pas des ovaires, hein, et qui se retrouvent avec des trucs qui valent 30 centimes, je suis bien contente, c'est cher. Mais il n'y a pas un député ou un mec comme ça qui a dit la semaine dernière qu'il faut aller là-dedans. Mais- Si, Ah ils bon, ont si. sorti un truc sur les Mais NFT si, ils la sont semaine à dernière, fond, le là. gouvernement, ouais. Ouais, ils sont bien à l'heure, ouais. C'est génial. Donc au cas où vous n'auriez pas compris, je suis anti-NFT, anti-Midjourney, Ouais. ce genre de choses. Je pense qu'il faut investir dans MySpace aussi. hein. Bon, allez, passons au dernier Le titre. gouvernement, il a deux doigts de nous dire que Skyblock c'est le futur quoi. Putain. Oh là là, ah oui, je lis son tweet sur la proposition pour résoudre à la fois le problème des revenus de droits d'auteur et... Ouf, Ah mais ils se sentent Ah, drôles. vas-y, en plus. vas-y, raconte. Oh, Ils se non. sentent drôles. C'est Attends, ça. tu veux que je te passe mon bol de sel? Ils se Alors. sentent drôles et ironiques quoi. C'est vous Une- voyez en fait. 1. Rétribuer chaque auteur dont l'œuvre a contribué à l'entraînement d'une IA. 2. Rétribuer les auteurs qui ont inspiré ces auteurs selon la même logique. 3. En fait, rétribuer uniquement Homère puisqu'il a inspiré tous les auteurs suivants. Quelle 4. rhétorique de merde. Homère étant mort, indemniser ses descendants. 5. Homère étant mort il y a 28 siècles, tout le monde est d'une manière ou d'une autre descendant d'Homère. 6. Par conséquent, verser à tout le monde l'Iliade. C'est donc un acronyme. Accrochez-vous à vos slips. Indemnité littéraire due à l'intelligence artificielle destructrice d'emploi. 7. Problème du revenu universel et des droits d'auteur réglés avec un smiley qui met des Je le déteste dames. plus à chaque seconde. J'ai Alors ne google Envie pas de pour dire voir à quoi il ressemble parce que je t'annonce que tu vas beaucoup. encore plus le détester. Ah. Je le porte. C'est permanent dans la tête, de toute façon. Donc, J'aime Ah, mon j'aime Dieu, pas oh là juger là. sur les gens. Ouais. J'ai posé mon Non, c'est téléphone. vrai, on n'attaque pas le physique, mais j'ai d'un Manu, passe à ton comics. Je suis en train de... J'hyperventile, là. Oui, donc on passe au dernier titre, Blue in Green, puisque j'ai lu saison 200, enfin, mais c'est compliqué d'en parler parce que c'est une BD quasiment sans texte et que tout est dans le ressenti et la narration visuelle, donc c'est très dur d'en parler, mais c'est un chef-d'œuvre quand même. C'était de qui, déjà? C'était de Cy Spurrier et j'ai plus son prénom. Bergera.
Bergara, mais j'ai plus son prénom. Mathias. Mathias Bergara. Merci. Du coup, c'est Blue in Green d'un autre très bon auteur. Alors, je vous ai dit il y a 4 semaines, quand je vous parlais de Tom King, que c'était un auteur dont je prenais tous les titres. Et ben, Ramvi, c'en est un autre. Et le troisième, la troisième, c'est Mariko Tamaki. Ramvi, donc, qui a écrit pour moi la meilleure BD sortie, enfin le meilleur comic book, je sais pas si c'est la meilleure BD, je lis pas tout, sorti en 2022, qui était chez Urban, toutes les morts de Leela Star, qui est un petit chef-d'œuvre dans lequel la mort dans la mythologie indienne, puisque Ramvi est indien d'origine, perd son emploi parce que quelqu'un va inventer le remède contre la mort. Et du coup, elle est incarnée et elle vit plusieurs vies et elle meurt à chaque fois. C'est vachement bien. Une très belle BD et magnifique en plus. Et du coup, c'est ce qui m'a fait me pencher sur Ramvi à ce moment-là. Donc je rattrape petit à petit et les publications arrivent petit à petit en France puisque alors il écrit des comics depuis 2016, hein, Ramvi, mais il a été publié. Blue in Green est sorti en 2020 chez Image et est arrivé en début 2023 en janvier, je crois, chez iComics. Donc qu'est-ce que c'est? Donc écrit par Ramvi et illustré par Anand RK. Vous verrez après, mais je serai pas original en disant comme tout le monde que c'est un héritier de Dave McKean et Bill Sienkiewicz. J'ai l'impression d'entendre First Prince là. Mec, que veux-tu que je suis totalement d'accord. Les couleurs par John Pearson, le lettrage par Aditya Bidika et le design et la maquette du comic book en VO en tout cas, mais c'est repris quasiment en VF par Tom Muller et Ryan Brewer. Comme je vous le disais, c'est arrivé chez iComics en France, ça a été traduit par Maxime Ledin. Et de quoi ça parle? Ça parle de Eric Ditter qui est un saxophoniste qui n'a pas réussi à percer et qui a fini prof de musique, qui broie un peu du noir et qui d'un seul coup voit un appel parce que sa mère est morte et du coup il rentre chez lui et il va devoir faire le deuil de sa mère et retrouver les gens qui habitent dans sa ville de naissance. Et en fait, on découvre assez rapidement qu'il n'a pas une très bonne relation avec sa mère, qu'il l'a poussé toute sa vie en fait violemment à la musique. Et ce qui est peut-être la raison pour laquelle il a abandonné la musique. Et le comic book va partir en polar assez rapidement, puisqu'en fait, il va découvrir dans les affaires personnelles de sa mère une photo d'un jazzman qu'il ne connaît pas, et qui était importante pour sa mère, puisqu'elle en a gardé la photo, et il va mener une enquête pour savoir qui est cet homme. Et on va rentrer dans le monde des clubs de jazz des années 70-80, et dans une enquête pour savoir qui est cet homme et qu'est-ce qui lui est arrivé. Alors, c'est graphiquement, je vous le disais, hein, ça ressemble à du Dave McKean et du Bill Sienkiewicz. Donc Bill Sienkiewicz plutôt chez Marvel, New Mutants, Légion, des trucs comme ça. Dave McKean plutôt chez DC, du Hellblazer, les couvertures de Sandman, des choses comme ça. C'est clairement, on est dans cette ambiance-là. Et c'est ce qui, pour moi, se rapproche le plus de ma définition de roman graphique, puisque je déteste le nom de roman graphique. Hein. Pour moi, roman graphique, c'est utilisé par les gens qui osent pas dire qu'ils lisent des comics la plupart du temps. C'est pour ça que ça a été créé au départ, hein, je vous rappelle. Ouais. Ce qui s'en rapproche le plus maintenant, pour moi, en gros, quand une grosse histoire sort en one-shot, c'est un roman graphique, si vous voulez. Si ça sort en single, c'est des comics, cherchez pas. Ça, en l'occurrence, c'est un comics. Mais roman graphique dans l'idée que, en fait, c'est très descriptif. On est dans la tête de Eric. Du coup, c'est lui qui raconte l'histoire, qui raconte l'enquête, qui raconte ses pensées. Et ça ne fait que mettre en image ce qu'on lit. Tout ce qu'on voit est écrit ou est une extrapolation de ce qui est écrit. Qui c'est à la colo? Qui c'est à la colo, c'est John Pearson. Ouais. Il y a un vrai truc qui justement le fait sortir de ses influences, je trouve, que vous citez, la McKean et Sienkiewicz. La couleur lui donne un vrai... La couleur me rappelle... ça me fait plus penser... J'ai totalement oublié son nom. Mince. Je cherche depuis tout à l'heure à qui ça me fait penser aussi. Mais moi, ça me fait penser à... sorti récemment chez Urban aussi en 2 tomes, The Nice House on the Lake de James Tynion IV, mais je me rappelle plus du dessinateur. Ouais. Et les colos me font vachement penser à ça aussi. Sinon, ça fait un peu de Jordi Belair. Ouais, ça fait Jordi Belair aussi, ouais. C'est assez mais non, c'est John Pearson. Je sais plus ce qu'il a fait, John Pearson, mais je connais son nom. Donc il a fait quelques comics que j'ai lus, c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, c'est écrit comme un roman, quasiment. Et donc, c'est un roman illustré.
On est dans l'univers du jazz, du coup, à certains moments, on a la vision de la musique par Eric, et en fait, il écoute un album, et ça ne fait que nous montrer des images de ce à quoi il pense, ce que ça y inspire. Donc on a une représentation graphique de la musique par le ressenti et les pensées de Eric. Ça mêle assez rapidement un côté fantastique à l'histoire. Dans Cher Hervé, il y a souvent du fantastique. Il est d'origine indienne, il vit à Londres, il utilise beaucoup l'horreur ou le panthéon indien. On a un petit côté aussi, pour moi, horreur japonaise un petit peu dans l'histoire. Ou Lovecraftienne, pour les références plus occidentales. Mais on a... Ça, pour moi, c'est New Mutants. C'est Légion, à gauche, c'est Sienkiewicz. Oui. On a assez rapidement, via un côté fantastique, un thème que j'aime pas, mais que je trouve bien traité ici. Plus qu'un thème, c'est l'idée de l'artiste torturé. Le fait que quelqu'un qui est torturé, ça fait des beaux artistes. Ce avec quoi je suis pas d'accord, parce que ça romantise la violence. Mais du coup, ça traite de ça, puisque on va avoir une sorte de démon qui va posséder les gens et faire qu'ils vont devenir de bons musiciens. Et au sacrifice de leur vie, de leur bonheur. Et on a des références claires à un certain nombre de personnes. On a des références à Van Gogh, à Kurt Cobain, à un certain nombre d'artistes torturés, justement. Mais avec cette envie d'en sortir aussi, d'essayer d'échapper à ça au sein de l'œuvre, ce qui fait que pour moi ça reste acceptable. Parce que c'est un lieu commun que j'aimerais qu'on combatte. J'aimerais bien que les gens ils arrêtent de se torturer pour devenir de beaux artistes, parce que c'est ce que ça donne au final. Mais donc voilà, c'est je sais plus, 140 pages peut-être. C'est magnifique, c'est pour moi, aussi fort émotionnellement, je pense que Layla Starr. J'ai toujours pas lu Gravity's Wall. Je crois qu'il l'a fait d'ailleurs avec Ananderka. Mais pour l'instant, Ramvi, j'ai toujours pas d'erreur dans son parcours de ce que j'ai lu. Donc, une très bonne pioche. Et vraiment, c'est magnifique. Voilà. Est-ce qu'il y a des pour revenir, questions? The Nice House of the Lake, c'est Alvaro Martinez Bueno. Oui, c'est ça. Et les couleurs? c'est bien Jordi. Ouais, ok. Ouais. Salut Max. Je vois un cœur de Max qui dit bonjour. Salut. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un l'a lu ou pas? Vous avez lu du Ramvi un petit peu? Bah toi t'as lu au moins Layla Starr du coup, Marie-Paul? Ouais. Et c'est, je crois, la seule que j'ai lue de lui. Ouais, Il bah a il a fait fait encore. il a fait 10 Savage Shores qui est sorti il y a 2 ans je crois chez iComics. Gravity's Wall, je sais plus si c'est iComics, je crois que oui, vu le format je crois que c'est iComics. Ils l'ont sorti cette année ou l'année dernière. Il a fait Swamp Thing, c'est pas Swamp Thing Infinite, en 2 tomes chez Urban du coup. Aquaman Andromeda. Ouais. Et puis il a fait d'autres trucs, j'ai pas tout lu. Black Mamba, je crois. Un truc comme ça, quelque chose qui ressemble à ça, mais je l'ai pas lu. Je sais pas si c'est sorti en France d'ailleurs. Mais voilà, il commence à se faire un petit nom. Il a eu passé 2-3 fois en France. Il a fait une conve. Il était au Paris Fan Fest. Il a fait une ou 2 conves et puis il était là pour signer. Mais je pense qu'il a un bon avenir devant lui, en tout cas dans le comics. Ouais, il a des trucs assez originaux dans son lore, dans sa narration, etc. Je trouve ça. Layla Starr, je m'attendais à pas grand chose et franchement, j'étais vraiment super surprise, quoi. Des artistes d'origine indienne en positif. plus, des auteurs Ouais. d'origine indienne, on en a pas des masses. Fait qu'il apporte quelque chose qu'on voit rarement, quoi. À part dans justement les occidentaux qui ont une vision de l'Inde ou qui y vivent, mais on a rarement des gens originaires de là-bas. Donc, voilà. Et Ananderka, très bonne découverte du coup. J'avais pas lu Gravity's Wall encore, très bonne découverte. Tu l'as lu sur, entre guillemets, sur plus du mainstream? J'ai toujours pas lu son... Mince. Il a fait Catwoman un petit peu, je crois. Ouais, il a fait du... il a fait du Batman, il a pas fait sur du Marvel, Dark Web? Il a pas fait... Ah, je sais pas. Chez Marvel, je sais pas. Mais j'ai toujours pas lu Catwoman et j'ai toujours pas lu son Swamp Thing. Pour l'instant, j'ai lu que ses créations, quoi. Mais bon, vu... Après, s'il est comme James Tynion, en l'occurrence, James Tynion, j'aime pas du tout ce qu'il fait en mainstream et j'adore ce qu'il fait en indé, donc... Il a fait du Venom? Il a fait du Venom, ok. T'allais dire, Marie-Paul? Ouais, Blue and Green a eu l'Eisner Award de la Best Painter Multimédia Artist pour Ouais, Anand ça m'étonne Derka pas. et John Pearson en 2021.
Parce que je cherche ce qu'a fait d'autre le coloriste. Et je vois Mindset chez Volt, mais je l'ai pas lu. Et je ne dirai pas chez qui ça sort parce que je suis fâchée avec ces gens. Ok, très bien. Grand le sel, Marie-Paul. Eh bien, c'est fini pour nous. Je sais pas si des gens ont des questions, je sais pas s'il y a des gens. Il y a Max en tout cas, mais on va s'arrêter là pour ce soir. On a fait du coup un peu plus. Tu On m'as a pas mal c'est de- la faute de juste l'IA. sur, Ouais, il y a Tom Muller qui fait les designs. Ouais. Il y a, d'accord, ça se voit vraiment comme pour House of X et Power of X. C'est lui qui est là-dessus. Je crois Oui. qu'il a fait Dawn of X. Ah, c'est pour mais, ça. C'est lui qui a fait tous les designs Ah, justement c'est ça. de Hickman sur Oui. X-Men. Et c'est pour ça le nom ça m'interpellait. Et vu ce que tu as montré en termes de pages, je me demandais donc comment ça s'intégrait. Si il y avait Je sais pas. Je sais qu'il est là au design, mais je sais D'accord. pas si c'est pour. Ouais, je me les posais, voilà, bâtiments, s'il y avait les- vraiment il y avait une les- patte à des endroits qui pouvaient se mettre. Ok. je Est-ce sais qu'il pas fait quoi juste les particulièrement. backgrounds ou est-ce qu'il propose Ah, d'autres peut-être choses? qu'il a bossé sur la créa du démon, justement, des choses comme Ouais. ça, peut-être. Mais je sais pas, j'ai pas vérifié exactement sur quoi, ce qu'il avait designé dedans. Mais ok, il est sur. C'était lui sur House of X. Je croyais qu'il était là à partir de Dawn of X, mais Dawn of X, c'est après ça. C'est la deuxième ère, non? C'est après, je crois. Non, je Mais crois que peut-être. c'est- Non, c'est- non, il c'est est peut-être depuis le le début Dawn of X. Il est Ouais. depuis le tout début. Ok. Bon, après, je me plante peut-être. En tout cas, c'est des très belles pages et ça donne. Ça Non, donne mais je envie crois qu'en de le plus, lire. je crois qu'en plus dans sa bio ils en parlent. Hein. Mais je crois qu'ils disent Dawn of X justement. D'accord. Enfin bref. C'est tout pour aujourd'hui. Vous disiez des trucs en ce moment. Corée, elle finissait un roman a priori juste avant d'arriver, donc, comme d'habitude. Oui, du coup, j'en ai commencé un autre parce que j'ai terminé. Et j'ai commencé... Attends, il est là. C'est que des lectures sérieuses en ce moment. La naissance du savoir de Nicolas Martin. Ok. C'est des interviews pour essayer de savoir ce qu'il y a dans la tête des gens qui réfléchissent. Et Nicolas Martin, c'est il a fait la méthode scientifique pendant des années. Maintenant, il travaille sur quoi? Il travaille dans un podcast qui s'appelle Réaliser sans trucage, qui parle de cinéma, et il écrit un roman. Et c'est un très bon intervieweur. Et du peu que j'ai commencé, ça a l'air pas mal. Je commenterai Mais pas tu le trop. sauras pas dans 2 semaines parce que je vais lire un comics. Parce que... Arrêtez. J'ai rien contre Nicolas Martin, mais j'ai des choses contre son podcast en l'occurrence. D'accord. Mais bon. Oui, non, mais ça, c'est un autre. Après, je lis pas que des trucs des gens que je connais vraiment bien. Tu vois. Sinon, je serais pas Ouais, tombée non, mais- sur Rafi. Comment il s'appelle? En l'occurrence, il est l'ajout. Il est l'ajout à un nouveau podcast de toute une équipe d'un ancien podcast qui s'est juste séparé Oui, d'un violeur, mais qui le savait depuis longtemps, donc bon. Ah, d'accord, c'est pour ça. Bon, bah, ok. Comme ça, tu sais, je saurais mieux. Voilà. Ok. Tu dis quelque chose, toi, Ptéis? En fait, la dernière fois, j'avais dit que j'étais en train de dire de l'Astronine Lost Years. Je l'ai Que je fasse ça terminé. un moment. Oh putain, je l'ai terminé, quoi. Alors, on va en reparler. Ah, On en parlera dans un autre podcast de ça. tu veux le bol? Il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Petit hors-série, on va ouch. se faire ça hors-série sur l'ensemble, et puis voilà. Je crois que je vais demander à Marie-Paul de me passer son sel et. Tiens, je te le donne avec plaisir. C'est qui écrit sur Lost Years? Je crois que c'est Tom Waltz. Hein. Ah ouais? Tom Ouais. Et Waltz, c'est pas ouf? C'est Décevant. Waltz. Putain, faut que je rattrape la série principale, parce que maintenant que Sophie Campbell a annoncé la fin de son run, il faudrait peut-être que je le rattrape. J'en ai vu Ouais, que 20 sur... Et je parle même pas du The Lost Year Special, là. La Last Day Special. Ils avaient fait un one-shot en plus. C'est-à-dire les trucs qui me coûtent une fortune en plus à chaque fois que je vais à mon comic book. À mon Ouais, comic shop. bah, Oh là là. Bon, très bien. dans le genre, je veux faire quelque chose, mais j'ai C'est rien bien à par dire. complétisme qu'il y a certains trucs que je prends quand même. Hein. Ouais, enfin, moi, je suis pas allé jusqu'à prendre le crossover Street Fighters. Hein. Ouais, je l'ai aussi. Bah, pas moi, justement. Ah, moi je l'ai. Donc Vous là, avez là, trop je de vais... place chez vous, les gars. Bah, franchement, ça se défend. J'ai refait mes meubles il y a pas longtemps. Bah, lui, il fait ses étagères, donc ça simplifie Oui, c'est les vrai. choses. Mais ouais. Et là, va falloir que je me trouve une lecture plus saine. Je pense que je vais me recommencer tous les X-Men de Hickman du début parce qu'en fait, je les ai commencés et je les ai achetés et j'ai pas relu depuis. Donc là, je pense que je vais reprendre au tome où j'en étais. Bah, moi, j'ai lu que la première année pour l'instant, toujours. Donc, j'ai 3 ans à rattraper à peu près.
Ouais, pareil à peu près, Ça va. même plus. Mais là, Quelques singles en retard, quoi. faut que je m'y remette. Ok. Toi, Marie-Paul, t'as un truc sur lequel t'es? Moi, je viens juste de finir aujourd'hui Les Mystères de Fleet House de Lucinda Riley, alors que vous connaissez vraisemblablement parce que son best-seller c'est Les Sept Sœurs, que je n'ai Ouais, pas lu. ok. Mais Fleet House, donc c'est un polar qu'elle avait écrit parce qu'elle est décédée il y a 2 ans maintenant. En 2006, donc c'est un titre qui a été édité à titre posthume par son fils et traduit par Elisabeth Luc. Et ça se lit tout seul, j'avais envie de lire un polar assez... Enfin, ça se passe dans le Norfolk, dans une région au nord de Londres, dans un pensionnat. Il y a un élève qui décède malencontreusement, et de fil en aiguille, on se rend compte qu'il y a plein de choses. C'est littéralement un fil qui se déroule au fur et à mesure pour comprendre qui est-ce qui a tué, mais pourquoi et d'où et comment. Il y a plein de destins de croisés du passé, du présent qui s'entremêlent. Et ça marche plutôt bien. J'ai dévoré ça ce week-end. Ok. Bah moi, écoutez, j'ai fini Bowling Green hier et j'ai rien lu depuis. Du coup, je me tâte à lire Gravity's Ball ou à partir sur un roman, mais je sais pas sur quoi encore. On verra dans 2 semaines si j'ai pris ma décision. Enfin, j'aurais pris ma décision pour lire quelque chose, c'est sûr. On verra sur quoi. Bon, et ben écoutez, on va se laisser là. Je vais nous envoyer en raid quelque part. Je crois qu'on va aller voir du JDR. Parce qu'il y a Sir Mascox qui fait du JDR avec un certain nombre de personnes que je connais en plus. Donc, on va aller voir ça. Et ben écoutez, merci à vous. Et puis, on se retrouve bientôt. Et puis, à dans 2 semaines. Salut. Salut, bonne soirée. Bonus. Trax.